Nous sommes le 17 mars 2022. Bonjour, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. C'est au palais de la présidence de la République que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier Marcel Amontano, le tout nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, d'y être venu remercier le président de la République pour lui avoir renouvelé sa confiance en le nommant à ce haut poste de responsabilité. Atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes, c'est le thème du message livré hier par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en marge des travaux de la 66e commission de la condition de la femme. Sa grâce, sa beauté, son élégance, son aisance à se tenir et à s'exprimer ont fait d'elle hier soir l'une des 3 plus belles femmes du monde. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, une seconde fois couronnée et cette fois au plus haut sommet, deuxième dauphine, Miss Monde 2022. C'était hier nuit à Porto Rico, une nuit agitée pour les Ivoiriens qui étaient tous derrière leur magnifique reine de beauté. On va tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier Marcel Amontano, récemment nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Viviane Aïma a assisté pour nous à cette audience. On l'écoute. Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier, Marcel Amontano a été reçu ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je l'ai remercié également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ces orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. Le Premier ministre, lui, est depuis quelques jours en mission aux États-Unis. Hier, Patrick Hachi a été reçu au Congrès américain par le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès. Au cours de leurs échanges, il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, notamment sur les points de la sécurité et des investissements. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial. Nouveau grand oral pour le Premier ministre en mission de travail à Washington. Invité du think tank Atlantic Council, Patrick Hachi présente la vision 2030 du gouvernement ivoirien qui anticipe sur les défis majeurs des prochaines années. Nous avons été très privilégiés à Atlantic Council de recevoir M. le Premier ministre Hachi. Il a été très clair et très ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a impressionné ses interlocuteurs ici à Washington. Il a rencontré Secretary Blinken et les grandes organisations internationales de la Banque mondiale à Development Finance Corporation. Je crois qu'il est en train de mobiliser la communauté internationale et les business leaders pour soutenir l'économie ivoirienne à travers ce plan très ambitieux, Vision 2030. Et donc je ne peux que lui souhaiter plein succès dans cette entreprise difficile, mais en même temps tellement importante pour la nation ivoirienne. Un peu plus tôt, le Congrès américain ouvrait ses portes au Premier ministre pour une audience avec le congressman Gregory Meeks.
Ce qui était extrêmement important, c'est qu'ils étaient donc à Abidjan il y a quelques semaines de cela. Nous avions commencé une conversation. Ils ont été à même de voir déjà sur place les immenses efforts que nous avions faits en matière de paix, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme et également l'environnement de stabilité dans lequel nous étions qui permettait de faciliter les investissements des entreprises américaines. Et c'est ça qui est extrêmement important et nous souhaitons véritablement les remercier pour cet entretien. Le congressman et le président, le chair, Mix, est quelqu'un de, on le sait, très populaire aux États-Unis. C'est quelqu'un de très respecté et pour nous, ça a été un énorme honneur d'être reçu par lui dans un contexte que l'on sait où son temps est extrêmement précieux. Donc, on souhaite le remercier au nom du président de la République. Le président de la Commission des Affaires étrangères des États-Unis a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire. The meeting was excellent. Along with Chairwoman Bass and Ranking Member Smith, it was talking about the great relationship. La réunion était excellente. Nous avons parlé du bon partenariat entre nos deux pays, de ce que nous faisons maintenant et de ce que nous ferons dans le futur. Travailler ensemble pour la sécurité, l'investissement dans les infrastructures, dans le secteur privé. In regards to the relationships and creating opportunities for people in Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est au cours de cette journée entretenu autour d'un déjeuner avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. Un compte-rendu d'Alexis Ouedraogo et Lamine Dramé depuis Washington. Nous sommes aux États-Unis, nous allons y rester encore un moment. Sur place à l'ONU se sont tenus lundi les travaux de la 66e commission de la condition de la femme. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, y a pris part et hier, elle a livré un message, le message du gouvernement au micro de notre autre envoyé spécial aux États-Unis, Ami Sissoko. 66e session de la condition de la femme à New York. Le message de la Côte d'Ivoire livré par Nasseneba Touré au siège des Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en lumière les acquis et la politique en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, notamment en termes de représentation de la femme aux postes électifs et de nomination, de protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation. Sans oublier les acquis pour les femmes au niveau du mariage, de la succession, de la filiation du code du travail. Les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre. Nasseneba Touré n'a pas manqué de souligner également que pour favoriser la résilience des femmes face au réchauffement climatique, le gouvernement multiplie les stratégies, entre autres la mise en œuvre de protection contre les risques climatiques à travers la transmission vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 et la restauration des terres et forêts dégradées avec l'implication des communautés. S'agissant des énergies renouvelables, 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une dizaine de centrales solaires. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les filles pour une meilleure autonomisation. Le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement engagé pour un meilleur accompagnement des femmes et filles face aux effets du réchauffement climatique, a indiqué la ministre Nasseneba Touré, avant de conclure par une invitation à l'ensemble des délégations à prendre part à la prochaine COP 15 concernant la lutte contre la désertification prévue du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire.
Depuis New York, un reportage d'Ami Sissoko. On rentre en Côte d'Ivoire pour poursuivre avec le même sujet de la femme, mais les femmes qui évoluent spécialement en politique. C'est une activité donc du NDI, the National Democratic Institute, qui a initié l'Académie du réseau des femmes émergentes en politique, une rencontre de partage entre les femmes leaders politiques issues des 4 pays de l'Union du fleuve Mano. C'était à Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Moussa Konaté. Académie du réseau des femmes émergentes en politique. Une tribune d'échange et de partage d'expériences entre des jeunes femmes leaders des 4 pays de l'Union du fleuve Mano. Comment pouvoir, dans un monde d'hommes, tracer sa voie? Comment apporter sa pierre à l'édifice de la construction de nos différents États? Comment contribuer au bien-être de nos nations? Nous allons nous retrouver pendant une semaine ici. Nous allons apprendre les unes des autres, des partages d'expériences. Il y a beaucoup de thèmes que nous allons développer, à savoir comment renforcer ses capacités en leadership et la communication politique. Donc je vais renforcer mes capacités dans ce programme également, afin d'être une vraie femme leader. Nous voulons que nous, les femmes, puissions occuper les places qu'il faut, mais par la meilleure manière, en étant formées. 32 femmes venues de la Sierra Leone, de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire, soit 8 femmes par pays, prennent part à cette session de renforcement de capacités. Présente à la rencontre, la ministre Anne-Désirée Ouloto apporte ses encouragements. En politique, rien ne se donne sur un plateau d'argent. Il faut chercher soi-même, il faut se battre, il faut être courageuse, il faut être déterminée, il faut être constante et par-dessus tout, il faut faire des bons choix. Il faut avoir une vision. Il faut également faire preuve de beaucoup d'humilité pour apprendre. Faire preuve d'humilité pour chercher les expériences réussies. Faire preuve d'humilité pour se souvenir qu'en voulant être leader, en voulant faire de la politique, on veut se mettre au service des populations. Et la meilleure manière d'être au service des populations, c'est être dans la proximité de ces populations. L'Académie du réseau des femmes émergentes en politique est à sa 2e édition, initiée par le NDI, le National Democratic Institute. Elle vise l'amélioration de la représentativité féminine sur la scène politique et la promotion du leadership féminin. Autre lieu, autre formation, mais toujours à l'endroit des femmes. C'est une initiation à la préservation de l'environnement à la forêt du Banco. Comment promouvoir les parcs et réserves de Côte d'Ivoire par l'implication des femmes? Une idée de l'Association des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme. Les précisions de Patricia Omoetia et Andrea Kako. Cette sortie détente destinée aux femmes vise à promouvoir les sites touristiques de notre pays, particulièrement le parc national du Banco. Avec la promotion, la publicité, aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de voir de plus en plus des Ivoiriens venir massivement, venir fréquenter leur parc national, leur forêt, venir passer des belles journées ici pour dire qu'aujourd'hui, le tourisme des natures commence à rentrer dans l'esprit des Ivoiriens. Allons au Banco. Ce concept de l'Association des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme a permis aux femmes de faire un parcours de 2 km dans la forêt. Plus de 700 espèces de végétaux sur 3474 hectares de forêt tropicale. On a eu à faire une randonnée de 2 km environ. On était un petit groupe de 50 personnes quand même, donc la randonnée s'est très bien passée. Le parcours est agréable, mais par contre on gagnerait à catégoriser un peu le profil des randonneurs. Parce que c'est quand même, ça demande de l'endurance. Notre objectif, c'est de montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'attraits culturels qui peuvent intéresser déjà nos populations. Alors au Banco, c'est un concept FEVET qui a pour objectif de faire la promotion du Banco. La forêt du Banco accueille fréquemment des manifestations sportives, écologiques, culturelles ou touristiques, comme des courses de VTT et des randonnées collectives. Particulièrement animé les week-ends, le parc national du Banco accueille quelques 20 000 visiteurs l'année. La présidente des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme a exhorté les participantes à faire la promotion de ce trésor écologique géré par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Les femmes sont à l'honneur dans notre journal aujourd'hui. On en vient maintenant à cette conférence adressée encore
aux femmes pour leur assurer une autonomisation à travers le numérique. Il s'est agi d'amener les femmes et les jeunes filles à pouvoir créer des activités génératrices de revenus en se servant du numérique. Walter Amadou Ouattara. Contribution de la femme dans le numérique pour le développement, c'est le thème qui mobilise ces femmes et ces étudiants. Tour à tour, les femmes ont partagé leur expérience en matière de leadership et d'entrepreneuriat au féminin. Selon elles, la maîtrise du numérique contribue fortement à l'autonomisation de la femme. Une opportunité pour la gente féminine de pouvoir faire reconnaître ses idées, accroître son activité et ses revenus. Et lorsqu'une personne vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne la croyez pas. Croyez en vous et faites tout pour atteindre vos objectifs en faisant un plan précis pour la femme. Prenant part à cette conférence, Touré Souleymane, par ailleurs conseiller du Premier ministre en charge de la jeunesse et du service civique et des questions politiques, a exhorté les femmes à fédérer leurs actions. Selon lui, l'idée serait de leur faciliter l'accès aux fonds octroyés par la Première Dame en vue de leur autonomisation. Condition sine qua non, s'intéresser au numérique pour pouvoir se former et développer leur business. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la question de la promotion du genre une des priorités majeures de sa gouvernance. La femme doit marquer son passage, elle doit laisser des traces positivement. Les femmes ont plus d'aptitudes que nous, mais il faut une prise de conscience de ces aptitudes et une mise en valeur de leurs qualités pour qu'elles puissent jouer un rôle encore plus fort. Des panels et autres conférences ont permis aux femmes d'être instruites sur leurs droits et devoirs. Les différents chantiers réalisés par le président de la République en matière d'autonomisation de la femme ont été également présentés. D'ici à 2024, 3000 jeunes vont intégrer des petites et moyennes entreprises. C'est le principal terme de la convention qui a été signée cette semaine entre l'Agence Emploi Jeunes et le mouvement des PME. Une signature qui s'est faite dans le cadre du programme de renforcement du capital humain et de création d'emplois. Le reportage de Laure Goretti et Abou Sanogo. 3000 jeunes intégrés dans les petites et moyennes entreprises d'ici à 2024. Ce sont les retombées du programme de renforcement du capital humain et de création d'emplois au sein des PME. L'accès à des ressources adéquates ont été identifiés comme l'un des défis majeurs de nos PME dans les croissances. Et donc, pour nous, il était important, avec les différents ministères, notamment le ministère de la promotion des jeunes, de l'insertion, et également le ministère de l'enseignement technique, de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un programme pour avoir des ressources adaptées aux besoins de nos PME. Le projet prévoit l'insertion de 500 jeunes cette année, 1000 jeunes en 2023 et 1500 jeunes en 2024, avec un taux de création réelle d'emploi de 70%. Mise en place en synergie avec le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour la période 2021-2024, avec le plan national de développement, c'est près de 5 millions d'emplois qui devront être créés. Et la contribution de ces emplois au niveau de l'emploi des jeunes est de 68%, c'est-à-dire que sur les 5 millions d'emplois qui doivent être générés par le plan national de développement, 3 450 000 devront l'être pour les jeunes. Donc pour nous, tous les jours, toutes les opportunités qui s'offrent à nous, 100, 200, 500, 1000, 3000, toutes ces opportunités sont importantes. La fonction publique ne peut pas absorber l'ensemble des jeunes formés dans nos écoles. Il est important aujourd'hui que le secteur privé puisse véritablement se développer et prendre le relais. D'ici à 2030, le gouvernement veut créer 8 millions d'emplois. Et pour cela, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a inscrit l'emploi des jeunes et des femmes au cœur de l'action gouvernementale. De leur côté, l'Allemagne et le PNUD ont signé un mémorandum destiné à financer des projets en faveur des femmes et des jeunes impliqués dans les violences communautaires au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui sera exécuté sur une période de 3 ans pour un montant de 2,7 milliards de francs CFA. Un projet donc pour tenter de renforcer les mécanismes de prévention des conflits. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko.
À travers ce mémorandum, le programme des Nations Unies pour le développement et l'Allemagne s'engagent à injecter 2,7 milliards de francs CFA dans les zones frontalières dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à accroître la stabilité sociale et à renforcer l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes. Les incidents dans le nord de la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, démontrent la réalité du déplacement des activités de terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée. La menace est donc bien réelle et c'est maintenant qu'il faut agir. L'essentiel, c'est d'adresser les facteurs de fragilité dans les régions affectées et au plus vite, en créant de l'emploi et des sources de revenus, fournissant des infrastructures de base, renforçant la cohésion intermonétaire et la confiance entre l'État et les populations. Ce projet, aligné sur les priorités nationales décrites dans le PN2 2021-2025, est arrimé au PS Gouv 2, notamment dans ses composantes relatives à l'insertion des femmes et l'entrepreneuriat jeune. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des efforts du gouvernement pour renforcer les acquis socio-économiques enregistrés depuis 2012 et améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables dans les zones rurales. Les 2,7 milliards de francs CFA seront échelonnés sur les 3 prochaines années. On va maintenant parler de santé, on va parler coronavirus. Encore 10 nouveaux cas de Covid enregistrés hier mercredi en Côte d'Ivoire. Le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie est 81 626, avec 63 cas encore actifs. Le virus a tué 796 personnes depuis. Les gestes barrières, vous les connaissez, il faut juste les appliquer pour vous protéger et protéger les autres. Et dans le cadre de cette lutte contre la pandémie de Covid, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et la COICA, l'Agence coréenne de coopération internationale, ont offert des équipements de protection sanitaire au ministère de la Santé, en présence de notre reporter Jean-Marc Djadji. 8000 combinaisons et plus de 1000 gels hydroalcooliques dans l'enceinte de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Un ensemble d'équipements de protection sanitaire qu'offre le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, au ministère de la Santé. Objectif, équiper le personnel médical afin de prévenir et prendre en charge les malades de la Covid-19. On a 10 millions de personnes qui sont vaccinées, donc il était vraiment nécessaire qu'on puisse poursuivre ces efforts pour la continuité des soins. C'est dans ce cadre que notre partenaire COICA, dans le cadre de l'accord tripartite que nous avons, l'UNFPA, ministère de la Santé et COICA, nous sommes venus soutenir le système de santé. Montant total de ces matériels médicaux, plus de 35 millions de francs CFA. Au vu du coup de pouce de ses partenaires, le ministère de la Santé affiche son optimisme. Pour nous, c'est très important que cette solidarité internationale soit présente lors des difficultés telles que cette pandémie qui est dans le monde entier. Aujourd'hui, les résultats que nous avons montrent que nous avons le bon choix. Et avec nos partenaires, le plan de réponse est mis en œuvre et marche très bien. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle continue, quant à lui, d'activer son plan de riposte sanitaire contre la Covid-19. Il exhorte les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Ils sont au nombre de 150. Ils sont originaires de 8 pays d'Afrique et ils constituent la 32e promotion des élèves sous-officiers d'active qui rejoignent officiellement l'armée. Ils ont été présentés hier au drapeau à l'ENSOA de Bouaké, l'ENSOA, l'école nationale des sous-officiers d'active. Témoignage sur Corona de la station régionale RTI Bouaké. L'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active, continue sa mission de formation des nouvelles recrues pour la Grande Muette. 150 nouveaux élèves sous-officiers d'active de la 32e promotion sont présentés au drapeau. Une cérémonie qui marque la fin de la formation commune de base et l'intégration des jeunes soldats dans la grande famille militaire.
Le commandant de l'ENSOA a rappelé que l'élaboration des stratégies de sécurité d'un pays est basée sur une formation de qualité de son armée. Il est important de relever que dans l'élaboration des stratégies de sécurité globale de nos États, la formation occupe une place de choix. C'est à travers les enseignements dispensés dans nos différentes écoles que nous nous enrichissons mutuellement des procédures et expériences propres à chaque État. Ces 150 nouvelles recrues sont issues de 8 nationalités africaines. Cette décision de nombreux pays de former leurs soldats en Côte d'Ivoire traduit la rigueur du travail réalisé à l'École nationale des sous-officiers d'Active. La 32e promotion est forte de 8 nationalités. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Niger, Sénégal et Togo. C'est la première fois qu'autant de pays sont représentés au sein d'une même promotion dans notre école. Cela traduit la reconnaissance de ces pays frères de la rigueur du travail réalisé depuis plusieurs années à l'ENSOA. Le chef d'état-major général des armées était représenté par le commandant des écoles et centres de formation. Un défilé militaire a ponctué la cérémonie de présentation au drapeau de la 32e promotion des élèves sous-officiers d'Active. Le CERFAM a reçu cette semaine une délégation gambienne. Le CERFAM, le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition, ici même à Cocody. La Gambie est donc venue s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière d'alimentation scolaire. C'est ce que nous dit Sephora Zegui. Voici son reportage. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'écoliers ont accès à un repas chaud au sein des cantines scolaires. Cela a été possible grâce aux actions du gouvernement et à l'accompagnement du programme alimentaire mondial PAM. Il y a toute une formation pour le personnel de l'école en matière de cuisine, d'hygiène, de nutrition. Et puis, il y a des groupements de femmes productrices qui fournissent aussi une partie de ce qu'ils produisent aux écoles. Le succès de l'alimentation scolaire dans le pays attire la curiosité de la Gambie. Une délégation forte de 5 membres est donc venue à l'école ivoirienne en la matière. We are here to learn more. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour apprendre, parce que la Côte d'Ivoire pour nous est un modèle de résilience, car en effet, pendant la Covid-19, la Côte d'Ivoire a réussi à faire des progrès en termes de production. Né d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et le PAM, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition CERFAM est disposé à partager les bonnes pratiques avec le pays hôte. Le CERFAM est un hub, ou on dit un catalyseur, comme une plateforme de gestion de bonnes connaissances. Pour ce faire, le CERFAM documente ce qui marche bien dans certains pays, des modèles en ce qui concerne la production, la réduction des pertes, la connexion des petits exploitants au marché, les modèles de financement, la bonne gouvernance. Et autour de cela, donc, nous allons partager l'expérience d'abord de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres pays. Le gouvernement ivoirien a investi plus de 16,2 milliards de francs CFA les 6 dernières années pour offrir un repas à plus d'1 million d'élèves. À travers ce programme, le CERFAM veut contribuer à l'élimination de la faim et la malnutrition en milieu scolaire. La mémoire de Nana Kwaobile, 12e roi du Duablin, sera bientôt immortalisée. Les populations d'Agné-Bilécro ont décidé de construire une fondation à son honneur. La pose de la première pierre de cette fondation, dénommée Fondation Nana Kwaobile, a eu lieu cette semaine en présence du roi, le roi lui-même et le ministre du Tourisme et des Loisirs. La correspondance d'Herman Niamien. C'est en 1932 que Nana Kwaobile a accédé au trône. Décédé en 1982, il aura régné sur le royaume du Guablin pendant 50 ans. 50 ans au cours desquels l'ex-souverain a impacté positivement son peuple et la vie du royaume. Pour immortaliser ses œuvres, ses ayants droit ont décidé de bâtir une fondation à son nom pour promouvoir ses idéaux de développement et d'humanisme. La pose de la première pierre de la fondation Nana Kwaobile a eu lieu en présence du roi actuel du Guablin, Nana Tigori Niamé. La fondation Nana Kwaobile est un hommage à un roi qui a eu un impact sur cette population, sur cette région. Un roi qui a régné pendant 50 ans et qui était un roi visionnaire. Un roi qui tenait une importance pour le développement économique de la région. Donc le roi était, oui, effectivement, le dernier d'une fratrie de 9 enfants. Et le roi lui-même a eu 50 enfants, 50 naissances, et je suis le 50e.
Le président de la Fondation a précisé qu'au-delà de l'hommage, la Fondation Nana Kwaou Bilé aura pour objectif et mission de contribuer au développement et à la recherche constante du bien-être de la société, d'autonomiser et d'influencer la vie des femmes de la communauté et de donner à tous les enfants un accès sûr et fiable à l'éducation. De quoi réjouit le ministre du Tourisme et des Loisirs, parrain de la cérémonie. Nous avons connu Nana Kwaou et qui était un mythe pour nous autres. Mais dans cette cour, je dois reconnaître que bien de nos pensées ont été façonnées à partir d'ici. Et ne pas reconnaître que Nana Kwaou nous a façonnés, c'est faire fausse route. La pose de la première pierre de la Fondation Nana Kwaou Bilé a été marquée par une exposition de photos retraçant la vie du défunt roi. Nana Kwaou Bilé était le 12e roi du royaume du Guablé. C'est sous son règne qu'ont été construites la grande mosquée d'Agniblé-Krou et la première grande église catholique de la ville. La Côte d'Ivoire est sur le toit du monde en matière de beauté. Notre Olivia Yassé est la 3e plus belle femme de toute la planète. Elle était parmi les favorites et c'est la première fois qu'une Ivoirienne atteint ce stade de la compétition. Olivia Yassé, c'est donc Miss Côte d'Ivoire 2021. C'est cette jeune fille de 23 ans, pleine de charme, de beauté, de grâce, d'entrain et de prestance. Cette jeune fille souriante, enthousiaste, qui s'exprime dans un anglais soigné, sans accent. Celle qui est 2e dauphine à Miss Monde et qui fait aujourd'hui la fierté du peuple ivoirien. Comme le dirait quelqu'un, c'est parce que c'est Côte d'Ivoire. Sinon, Olivia Yassé, c'est la plus belle du monde. On va au Mali. Ils sont tous arrivés à Gao dès mardi 15 mars dans la soirée où, mercredi, le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, et les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015, ont effectué de premières consultations mercredi, mais la réunion ne se terminera que ce jeudi 17 mars. Objectif, finaliser l'accord de principe signé à Rome début février et remettre l'accord de paix sur les rails alors que son application, déjà laborieuse depuis sa signature, est aujourd'hui carrément menacée. Bon appétit à vous tous qui êtes à table et à demain, 13h.